Bienvenue au podcast de H2H Academy pour vendre mieux, pour vendre plus. Mon nom est Nicolas Aubin, président fondateur de H2H Academy. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je serai en présence de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray, et on va te parler d'un sujet à la fois sensible, mais très important. On va parler de politesse en vente, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon d'être poli en vente? Comment est-ce que la politesse peut te nuire dans ton rôle de vente, de développement des affaires en tant qu'entrepreneur ou en tant que travailleur autonome? On se voit de l'autre côté. Moi, quand j'ai commencé en vente PL, tu le sais, j'ai fait quoi? 6 mois à cogner des portes, à faire des soumissions à tous les 2, 3 jours pour jamais faire une maudite pièce. Donc, mon premier 6 mois, ça a été super difficile pour moi dans le domaine de la vente. Cependant, je faisais bien les choses. Je prenais le temps d'écouter les gens, je posais des questions, j'avais des relations avec mes clients. Puis je me suis dit, je sortais même de mes ventes, puis je t'appelais, j'étais comme, hey, je vais l'avoir, là, tu sais, ma relation est bonne, j'ai tout expliqué, tout est fait, il était vraiment content. Puis, veux pas, je faisais mon travail, donc j'avais toujours l'impression que je m'en allais dans le bon sens, mais la réalité, c'est que j'étais nul. Tu sais, je n'étais pas capable de convertir. Puis ce que ça crée comme impact pour un vendeur, bien évidemment, tu te décourages un petit peu, tu te fais dire des oui, tu te fais dire des, pas en fait des oui, tu te fais dire des peut-être, tu te fais dire des je vais y penser. Puis au final, tu accumules ce genre de réponses-là. Puis les gens, ils te remercient, là, sont contents là, que tu sois passé chez eux. Mais la réalité, c'est que d'accumuler des peut-être, d'accumuler des hey, je vais y penser, je te reviens plus tard, ça fait en sorte que ben, tu ne manges pas, tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Parce que quand tu travailles en vente ou que tu es en business, ta paye, ben, c'est tes ventes, right? T'sais, on s'entend, tu as bien beau faire ce que tu veux, mais tu n'as pas de salaire de base. Tu es 100% à commission, que tu sois entrepreneur, que tu sois travailleur autonome ou que tu sois un vendeur, tu es 100% à commission, que tu as besoin de vendre pour arriver à tes fins. Puis moi, ben, je croyais beaucoup le client. Puis j'avais toujours tendance à dire ah ben non, il va me rappeler, il m'a dit ça. La réalité, c'est que, OK, oui, tu as beau avoir fait ton travail, tu as beau avoir bien conseillé le client, mais la vie va vite, puis lui, il arrive le soir, il ne pense plus à toi, il s'en va dans ses affaires, puis même s'il a l'intention de te rappeler, il n'y a pas de mauvaise intention, le client, mais il veut te rappeler. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, il t'oublie. Il t'oublie parce que la vie va vite, son enfant il est malade, doit aller à l'hôpital, peu importe. Puis toi, tu passes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Puis ben là, c'est là que tu mets du temps à faire des rappels, tu mets beaucoup de l'énergie, tu vis beaucoup de déception par rapport à ça parce qu'on va se le dire, ce n'est pas agréable de faire des rappels et de te faire dire ah, finalement, ce ne sera pas pour tout de suite. Fait que moi, dans l'ensemble, je suis convaincu et je sais pertinemment que c'est important pour un vendeur qui a conscience, qui est en mesure d'aider son client, qui a le bon service pour lui, qui a le bon produit. Il doit être en mesure de déranger, il doit être en mesure de soulever des barrières, soulever des limitations que le client va lui mettre devant lui parce que sinon, on se ramasse avec une collection de je vais y penser, puis je te rappelle plus tard, puis donne-moi ta carte, t'es vraiment fin. Mais Chris, ça ne paye pas nos billes, ça ne paye vraiment pas nos billes. Puis il y a beaucoup de gens qui ont tendance à suivre le rythme du client. C'est correct de suivre le rythme du client, mais de toujours dire ah, OK, parfait, vous voulez ça, OK, je vais faire ça. Ah, parfait, vous voulez ça, je vais faire ça. Puis pour moi, ça ne fait pas de sens parce que je l'ai vécu, puis je sais à quel point c'est difficile de vivre avec ça. Donc aujourd'hui, on parle de la politesse en vente. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement arriver à nos fins? Parce que si on sait pertinemment qu'on est en mesure d'aider notre client, c'est notre devoir de le faire. Je te jure, il va aller acheter ailleurs ton client. Fait que t'aimes-tu mieux qu'il vienne avec toi, qu'il donne un service A++, ou qu'il s'en aille chez ta compétition, qu'il va l'overprice pour rien, qu'il va y vendre un service qu'il n'aura pas de besoin? C'est bien mieux qu'il soit avec toi. Donc, comment on fait ça sans être impoli? Hein? Exact. Puis, super anecdote pour commencer, tu sais, puis moi, de mon côté, c'est comme complètement l'inverse, tu sais, parce que moi, j'étais comme, je comprenais pas, quand quelqu'un me disait non, je suis pas intéressé, j'étais comme, mais non, c'est impossible. Tu comprends pas ce que je t'ai expliqué. Puis je continuais, tu sais, je voulais y rentrer dans la tête qu'il n'avait pas compris ce que je voulais lui expliquer. Parce que pour moi, les limites, ça a toujours été très, très flou dans ma jeunesse. L'autorité au sens large, ça a toujours été très, très flou pour moi. Fait que quand
plus maintenant. Maintenant, c'est autre chose, mais lorsqu'un client me disait non, me donnait une réfutation bidon, hein, je la valais pas pantoute, fait que je poussais. Puis c'est ce qui m'a donné du succès instantané en porte-à-porte. Quand je dis instantané, là, c'est comme après 1 heure, j'avais fait 80 $. Genre, mon boss à l'époque, Kevin Bergeron, il capotait sa vie. T'sais. Fait que, ultimement, je pense qu'on va rentrer là-dedans dans les prochaines minutes du podcast, mais je pense que de définir les habitudes puis comment on a été forgé en tant qu'enfant, ça définit beaucoup le vendeur que tu deviens, là, définitivement. 100%. Puis d'ailleurs, c'est le premier sujet que je veux aborder. D'où est-ce que ça vient, nos habitudes de redonner le pouvoir dans les mains du client? Puis on le fait sans vraiment s'en rendre compte. C'est pas comme, un gars, prends le contrôle de la vente, va-t'en où tu veux. Ben non, c'est que justement, on a tendance à se plier parce qu'on a des habitudes, parce que, Chris, on a été élevé comme ça, on dit oui, merci, désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne veux pas vous déranger. Hey, ça fait partie de notre culture puis ça fait partie de notre vocabulaire. Tu sais, tu appelles quelqu'un au téléphone puis on envoie combien les gens au cold call demain PL? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger aujourd'hui. Ben oui, tu me déranges, câlisse, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Fait que la réalité, c'est qu'on a toujours tendance à voir ça. Puis il y a même un gag là, entre les États-Unis et le Canada où est-ce que, tu sais, je pense que c'est dans Met Your Mother, j'avais vu ça de manière. Il arrive au Canada, puis là, il est là, oh, sorry to bother you, sorry. Puis tu sais, aux États-Unis, il n'y a pas cette culture-là de excuse-moi, je ne veux pas te déranger. On dirait que c'est plus straightforward. Puis dans la vente, selon moi, en fait, selon moi, selon la théorie et selon ce qu'on voit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Puis là, j'entends déjà du monde dire ouais, mais moi, si tu me dis ça, c'est sûr que je ne t'achète rien. Hey, bullshit-moi pas, OK? Si tu penses réellement ça, c'est parce que tu te mets un bouclier en partant de dire lui, il veut vendre, je ne veux pas acheter. Parce que les gens n'aiment pas ça se faire vendre, mais ils aiment ça acheter en crise. Donc, cette culture-là qui est ancrée, moi, je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient et tout. Fait que pour moi, de mon côté, tu sais, j'ai toujours été très by the book. Si je n'étais pas poli, si je dépassais la limite, tu sais, je me le faisais dire. Puis dans ma famille, c'était méga important. C'était comme très, très, très by the book. Puis, veux pas, ça m'a suivi. Puis, on l'a vu aussi, PL. On a formé quoi? 400 vendeurs là, depuis le temps, je pense, c'est pas plus. Ça faisait partie de nos questions de recrutement. Tu sais, moi, j'essayais de comprendre dans quelle famille avait été élevé. Puis c'était quoi un peu la méthode d'instruction qu'il avait reçue, parce que souvent je demandais des exemples de résilience par laquelle il avait passé, puis ça m'aidait à sélectionner des candidats parce que apprendre à quelqu'un à outrepasser les limites quand toute sa vie, on lui a dit voici le carré de sable que tu ne dois pas dépasser, puis tu n'as pas le droit d'aller en dehors, puis ça, c'est impoli, puis ça, c'est pas correct dans la société. Ben, c'est plate, là, mais il ne réussira jamais au porte-à-porte. C'est là, c'était le pire, là, c'est le pire. Tu peux réussir en vente si tu es bien cadré puis si tu es respectueux. Je ne dis pas que tu ne peux pas réussir, mais au porte-à-porte, sorry, impossible. Il faut que tu sois capable d'ouvrir la porte, de mettre le pied en dedans, de rentrer dans la maison, d'ouvrir la clôture, d'aller en arrière. Fait, pour moi, je pense que la politesse en vente, le premier point, c'est comment tu as été élevé quand tu étais un enfant. Comment tes parents t'ont cadré? Est-ce que tu as été porté à vraiment explorer l'environnement puis qu'on t'a laissé du lousse pour que tu puisses faire des erreurs ou on t'a contraint puis on t'a dit ça c'est mal et ça c'est bien, ça fait quand même une bonne différence. Donc, ça, c'est un des points. Tu sais, là, tu as apporté le désolé de vous déranger. Ouais. Là, ça, c'est la culture, mais je pense que comment ta mère ou ton père ou ton entourage t'ont élevé, ça définit franchement si tu es capable de dépasser une certaine limite. Puis encore une fois, toujours en restant respectueux. Mais le porte-à-porte, l'hiver, si tu ne rentres pas dans la maison, tu n'en feras jamais de vente. Non. Tu n'en feras juste jamais. Fait que c'est comme, hey, bonjour, je m'excuse de déranger. On rentre dans la maison, puis là, on fait notre speech. Quand je dis ça aux gens, tu penses que tu vas être capable de rentrer dans la maison? Ben là, ils ne me laissent pas rentrer. Ben non, il faut que tu rentres. C'est ça. Ils pourront pas. Par en avant. Rentre! Hey, si on t'attendait, justement, rentre en dedans. Ça arrive c'est pas. Ça. C'est ça. Je veux te dire une chose, PL, par contre, avant que je l'oublie. On dit coucou à nos mamans ici, des fois, qui nous voient peut-être. Tu sais,
dans les deux cas, moi, j'ai été élevé dans le carré de sable en tabarouette. Là. Moi, c'est-à-dire à l'école, ma mère est prof d'ailleurs. Fait qu'à l'école, écoute, respecte, fais ça, fais tes devoirs. Moi, le cadre, il était vraiment présent. Puis oui, ça me nuit dans mon développement en vente, ça me nuit dans mon développement entrepreneurial. Évidemment, ce qu'on dit, c'est pas hey, c'est pas une bonne job de bien élever. Chris, ça n'a pas rapport. On parle de la vente ici, on parle de la persuasion, être en mesure de déranger, être en mesure de transgresser justement certaines barrières que beaucoup de vendeurs n'auront pas l'aptitude de transgresser. Toi, ton carré de sable était beaucoup plus large que le mien, puis ça t'a donné cet aspect-là entrepreneurial de défoncer des portes, de ne pas avoir peur. Ça t'a ouvert les portes là-dessus. Fait que, moi, je veux dire, les gens qui peut-être sont comme moi puis qui ont été justement dans ce carré de sable-là plus restreint, c'est normal que ce soit plus dur, puis c'est normal que ça va un peu contre les valeurs, les valeurs naturelles qu'on se fait inculquer quand on était plus jeune. Puis une chose est certaine, ça se travaille. Parce que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas travaillé là-dessus. Je n'aurais pas fait de vente. Je me souviens, le moment que j'ai compris ça, ça a été après que tu me mettes dehors dans le business plus loin, mais le moment que j'ai compris ça puis je suis revenu, je fais oh, il faut juste que je pousse un petit peu. Il faut juste que je sois capable de le faire. Fait, merci à nos mamans quand même de nous avoir donné deux éducations complètement différentes, mais qui toutefois peuvent apporter des défis à certaines personnes. Puis je pense que c'est juste important que les gens comprennent bien cet aspect. Ah, exact. Puis on le sait que c'est polarisant. Puis ceux qui nous suivent depuis un certain moment savent qu'on ne pèse pas nos mots, puis on fait exprès, guys. Si vous comprenez ça aujourd'hui, c'est la bonne chose. Si vous commencez de nous suivre, on fait exprès pour polariser parce que quand on va exprimer une éducation ou un contenu en exagérant la définition théorique, ça fait comprendre davantage dans la tête des gens. Fait que quand on dit dépasser les limites, c'est toujours dans un respect. C'est toujours dans une éthique de travail acceptable. Tu sais, quand on dit de rentrer dans la maison, on ne dit pas de rentrer en courant, foncer dans la porte puis de défoncer. Tu sais, je veux dire, il faut rester logique. Sauf que, tu sais, juste pour mettre ça au clair pour tout le monde. Donc, effectivement, l'éducation, moi, j'ai eu une éducation où est-ce qu'on m'a donné vraiment du lousse, tu sais, puis qu'on m'a encouragé à me lancer puis à pousser dans cette direction-là. Tu sais, je m'en souviens quand j'avais dit à ma mère, hey, je vais acheter une franchise 25 000 $, j'avais 22 ans, genre. Puis t'es sûr que c'est une bonne idée? Je suis comme, je le fais. T'es comme, let's go. Puis ils m'ont toujours encouragé. Alors que j'ai des parents que quand on recrutait des vendeurs, ils étaient comme, ma mère m'a dit que la vente, c'était vraiment pas une bonne job. Allô? Hey, non, mais... c'est 100%, tu sais, je veux dire, l'aspect de se dépasser puis de le faire, tu sais, des parents justement qui sont habitués de travailler dans une job salarié, qui ont toujours, tu sais, moi, toute ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, vraiment. Je pense que j'ai un oncle qui est entrepreneur dans ma famille, mais le reste ne sont pas comme ça. Puis c'est correct, c'est juste une éducation différente, c'est juste une façon de penser qui est différente. Puis avec le temps, si tu veux être un entrepreneur, puis c'est ça que tu as envie de faire, tu as envie de travailler dans ce domaine-là, c'est important qu'on le comprenne puis qu'on travaille sur ça ensemble parce que sinon, malheureusement, tu vas rester... je ne veux pas dire victime de ça, mais oui, dans un certain sens, tu restes victime du fait que tu ne veux pas transgresser les limites, tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas te faire dire non, voire même, là, tu veux toujours rester sweet, fin, mais te faire dire que tu es beau, que tu es fin et que tu es smart, Chris, que ça ne paye pas les billes. Non, c'est ça, exactement. Puis ça amène au point suivant, c'est que dans notre société, on a peur de déranger, mais il faut être capable. Puis encore une fois, le mot déranger, c'est une connotation extrêmement négative. Là. Mais dans les faits, c'est plus d'imposer le rythme puis d'offrir quelque chose et se permettre d'offrir quelque chose, ça implique de déranger. 100%. Ça implique de... Puis quand, tu sais, déranger, ça peut être aussi une connotation un peu moins négative, ça veut juste de genre déranger l'ordre établi ou le cadre de la société, c'est déranger. Mais en même temps, c'est de l'innovation, c'est sortir d'une zone de confort, ça peut être vu très, très positivement aussi. Alors, la peur de déranger au sens large, elle est limitative dans les performances de vente. 100%. Parce que c'est la capacité à demander, à sortir de cette limite-là qui va faire que tu vas closer des ventes puis que tu vas commencer à avoir une carrière ou une business. Hein? Parce que si tu as on en voit souvent des entrepreneurs qui ont des passions
pour leurs produits, pour leurs services, mais parce qu'ils ont peur de déranger, ne seront jamais capables de mettre ces deux facteurs-là ensemble et de créer une entreprise qui va être prospère, que les gens vont connaître ce produit-là parce que l'entrepreneur n'a pas eu la capacité à déranger. Puis des fois, c'est con, mais on en voit des entreprises qui ferment leurs portes après un certain temps parce qu'ils ont tellement été habitués dans le carré de sable qu'ils ne sont pas capables de sortir. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment fâchant, vraiment triste. C'est pas le fun. C'est pas le fun de réaliser qu'il y a tellement de gens qui ont des bons services, des bons produits, puis probablement qui donnent beaucoup plus que la compétition, mais ils ne sont pas capables de sortir de ça. Puis peut-être juste c'est parce qu'ils sont simplement pas conscients que c'est ça que ça prend réellement. Il y en a beaucoup qui essaient de mettre des plasters, genre, je vais faire du marketing de plus, je vais faire ça de plus, mais ça reste que ton contact client, la façon dont tu vas driver tes ventes, va avoir un impact. Puis je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, imposer le rythme, justement, dans la vente. C'est quoi la différence entre imposer son rythme et mettre de la pression sur un client pour closer? C'est quoi la différence entre les deux? Mettons, juste pour mettre ça clair, parce que c'est une question qui m'est venue quand j'ai fait une publication, justement, puis que ça a dérangé beaucoup de monde. Ouais. On peut-tu le clarifier, ce point-là? Premièrement, moi, j'ai pas de problème à vendre sous pression quand je réalise que c'est une objection de peur, OK? Fait en partant, là, puis pour moi, c'est deux choses complètement différentes, là. Mais imposer le rythme, c'est juste d'avoir le contrôle de la discussion. C'est pas le client qui mène, c'est moi. Tu as besoin d'un service, j'ai la solution. Alors, c'est moi qui va imposer le rythme, qui va diriger la discussion, puis si tu sors du cadre, je vais te ramener. C'est juste ça, mais ce n'est pas de la vente à pression, ça, c'est juste de diriger la discussion et de communiquer efficacement. Right? 100%. OK? 100%. Alors que vendre sous pression, c'est dire en ce moment, je me rends compte que tu n'es pas capable de me dire non, puis je veux juste m'assurer que j'ai fait l'ensemble des objections, puis que finalement, il y a quelque chose que tu me sors un lapin de ton chapeau, mais je veux que tu me dises c'est quoi le lapin de ton chapeau. Alors là, je vais faire de la vente sous pression, puis je suis très à l'aise avec ça. Puis souvent, les gens ils sont comme ouais, mais là, tu me mets de la pression, mais I get it. Dis-moi, c'est quoi l'objection? Mais là, finalement, j'en ai pas d'argent. Merci. C'est beau, j'ai fait ma job. T'en as pas d'argent, c'est terminé. On passe à d'autres choses. T'sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est deux choses bien, bien différentes, ça. Là. Moi, je pense qu'il y a l'aspect que les gens se sentent, parce que quand je mentionnais ça, puis le monde était outré, voyons donc, d'être impoli, non. Là, vous avez compris aujourd'hui, c'est pas d'être impoli. D'imposer son rythme, c'est simplement d'avoir un cadre dans lequel on travaille. Puis, je veux juste faire un exemple banal. Je l'ai écrit l'autre jour. Tu t'en vas chez McDonald's, t'acheter un Big Mac. Si ça ne va pas à la vitesse que tu veux, vas-tu rentrer en arrière du comptoir puis te mettre à faire ton Big Mac toi-même? Ben non, Chris, t'es chez McDonald's. T'attends comme tout le monde dans la ligne, puis tu vas avoir ton Big Mac à la fin. Puis dans la vente, dans le service client, le client se permet souvent, parce que c'est comme ça qu'on est habitué, de dire « Ouais, mais là, je veux ça. Ah, je veux le voir tout de suite. Donne-moi ton prix tout de suite. Je veux juste ton... » Bon, mais non, c'est pas comme ça qu'on travaille ici. Si je te donne un prix, tu ne comprendras pas la valeur qu'il y a derrière ça. Il faut que je comprenne ton besoin. Si tu la bonne affaire que tu as besoin, tu me dis que c'est ça que tu veux, mais en creusant et en faisant le travail de conseil qu'on a à faire, on pose des questions. On s'assure, c'est-tu les bonnes douleurs qu'il y a en ce moment? C'est-tu vraiment le bon produit qui va régler ça? Lui, il veut ça parce qu'il l'a peut-être vu en ligne d'un catalogue, peu importe, on ne sait pas. Il veut ça, mais c'est-tu vraiment ça qu'il a besoin? Ma job, c'est de m'assurer que je vends la bonne affaire pour que le client, 2 mois après, il fasse comme Hey Nick, tu sais quoi, asti de bon achat, une chance, je t'ai écouté, une chance, je t'ai acheté ça. C'est exactement ça que j'avais besoin. Puis le monde, on dirait, quand on leur dit il faut imposer notre rythme, il faut imposer notre façon de travailler, ils pensent ben c'est ça, tu veux me closer un deal, là, puis là, tu veux me vendre. Au contraire, Astic, je veux comprendre qu'est-ce que tu as besoin réellement. Mais si tu ne me laisses pas la chance de te poser les questions, de comprendre tes douleurs, d'avoir une relation avec toi, j'ai le goût d'avoir du fun quand je vends. J'ai pas le goût de vendre comme une machine. Tu sais, va acheter en ligne. Si tu ne veux pas parler à personne puis tu veux un prix, achète-le en ligne, parle-moi pas. Là, moi, je suis là parce que j'aime ça vendre, j'aime ça parler à des gens, j'aime ça bâtir des relations. Donc, cet aspect-là où que les gens se sentent, puis hier, c'est exactement ça, les commentaires que j'ai eus là, sur ma publication par rapport à ça, c'était « Voyons donc, vous mettez de la pression, moi, tu ne me vendras jamais rien, tu pars déjà avec 2 prises. » Je répète, ce n'est pas d'être impoli, c'est de prendre le lead de la vente, ce qui me permet de t'aider comme il faut. Si c'est toi qui décides où tu t'en vas, je pourrais peut-être même pas t'aider, puis on va avoir perdu chacun 30 minutes de notre temps pour absolument rien. Tu sais, le monde, ils viennent me voir en message des fois, puis c'est correct, puis je comprends, on est bâti comme ça. Mais le monde vient me voir. Hey, comment ça marche vos formations? C'est combien?
Est-ce combien de temps ça prend? Nana? Je suis comme, hey, cool, content que tu aies de l'intérêt. Écoute, laisse-moi te poser 2-3 questions avant. Je vais voir si ça te convient ou si ça ne te convient pas avant de te donner l'ensemble des informations. Puis la plupart des gens sont comme, ah, cool, oui, OK, réponds à ma question 1, question 2, question 3. Oh, parfait, ça match que tu viens de me dire. On va prendre un call, puis là, on va prendre plus de temps ensemble. Mais un vendeur qui se plie aux exigences du client, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, ma formation a duré tant de temps, mon prix, c'est ça fait ça, je donne ci, je fais ça. Il a répondu par clavier, le client, qu'est-ce qu'il aurait fait? Hey, merci beaucoup, t'es super fin, je te reviens. Boum, perdu le livre de ta vente, tu n'as même pas son numéro de téléphone, tu ne sais même pas c'est qu'est-ce qu'il voulait régler comme problème initialement. OK, il t'a demandé de l'info, mais t'étais-tu la bonne personne pour l'aider? Tu le sais même pas. Tu n'as pas pris le temps. Puis ça, pour vrai, moi, c'est ça ça me fâche. Parce qu'on a un travail à faire, puis on se laisse diriger par le client, alors que pour l'aider, il faut qu'on prenne le lead. Il faut qu'on dirige. Ce n'est pas pour le crosser, ce n'est pas pour aller y bande, mais au contraire, c'est parce qu'on veut l'aider, le client. Puis on dirait que les gens ont tellement cette perception-là des vendeurs que ah non, là, il veut me ramener là, il veut me. Arrête, c'est ça ma job, de comprendre tes besoins. Je ne sais pas comment il faut que je le dise, en quelle langue. Non, mais la réalité aussi, je pense qu'il y a une fonction théorique derrière ça. Là. De prendre le rythme et de contrôler la discussion, c'est pour saisir les besoins. On a une responsabilité. Ben oui, là, en tant que vendeur ou entrepreneur, vous payez tous des assurances contre la négligence. OK? Et donc, si tu ne prends pas le temps de poser les bonnes questions, par exemple, nous, dans le domaine du système d'alarme, si je ne prends pas le temps de te poser les bonnes questions afin de saisir les enjeux entourant ta sécurité, parce que tu veux juste un prix, parce que tu penses que tu veux un trio Big Mac au McDonald's, je dois instaurer le RIP, je dois te poser les bonnes questions parce que si ta maison passe au feu et que tu dis que je ne t'ai pas posé les bonnes questions, tu peux me poursuivre. Alors, j'ai une responsabilité de prendre le RIP, de poser des questions pour comprendre la douleur, le besoin et faire mon travail. Ça, c'est dans ce domaine-là. Et toi, l'entrepreneur, aujourd'hui, tu as cette responsabilité-là. Alors, tu dois prendre le contrôle pour pas que le client viennent scraper ta vente. Ça peut se revirer contre toi. En entrepreneuriat, en vente, on ne le voit pas, mais en entrepreneuriat, on a une responsabilité professionnelle de faire notre travail. Alors, poser les bonnes questions, garder le contrôle sur une discussion, ça fait partie d'une responsabilité professionnelle importante qui, justement, se fait par prendre le rythme. Quand le client arrive, alors comment ça coûte? C'est quoi ton projet? Merci pour votre intérêt. C'est pas comme ça que ça va se passer. On va repartir du début. Garantie, vous allez avoir vos réponses, mais on va s'y rendre plus tard. J'ai un travail à faire avant. Alors, est-ce que ça, c'est vendre sous pression? Non. C'est faire son travail comme il se doit. Je mettrais l'accent sur merci de votre intérêt. Écoutez, voici comment on travaille. Tu sais, il y a des gens qui ont l'impression que en ne répondant pas à la question, on manque de respect. On a juste à y répondre de la bonne façon. Hey, merci de ton intérêt. Le client ne fera pas comme tabarnak, là, il ne veut pas me répondre. Mais non, tu dois répondre avec une bonne communication humain à humain, puis tu n'auras pas cette friction-là entre les deux. Ça s'appelle avoir des bonnes compétences de communication en vente pour rediriger la discussion dans le bon sens pour faire ton travail. Fait que gardez ce petit truc-là en note, puis ça me fait même penser sur un coaching avec Karine, une de nos étudiantes, elle disait est-ce que vous me permettez de. Puis c'est toujours une bonne phrase, c'est vrai que ça apporte justement à avoir les réponses qu'on veut. Ah, merci de votre intérêt. Est-ce que vous me permettez? J'ai 3 questions pour vous. C'est sûr que la personne ne va pas dire non, je ne te permets pas. Fait que ce point-là est bon. Allez-y de la façon dont vous êtes à l'aise de le faire, mais redirigez vers je fais mon appel découverte. Je fais mon appel exploratoire où est-ce que je pose mes questions puis je comprends ses douleurs. Parce que si vous skippez les étapes, puis d'ailleurs, ça m'amène à mon autre point, il y a beaucoup d'impacts négatifs là, quand on laisse le lead au client. Là. Autant des impacts monétaires, autant des impacts mentaux, il y en a beaucoup. Ça n'est un impact. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre des leads. Au final, tu finis bon perdant. Malgré que tu es super beau, tu es super fin, tu as fait une bonne job, hey, je vais te recommander à n'importe qui. Mais s'il n'achète pas de toi, pourquoi est-ce qu'il te recommanderait à n'importe qui? Il ne se souviendra plus de toi dans une semaine. Ton rôle, c'est de le convaincre que c'est toi la meilleure personne avant de le laisser aller avec ta compétition ou avec quelqu'un qui ne donnera pas un bon service. Ça fait partie des impacts que tu peux avoir quand tu n'arrives pas à garder le client dans ta ligne. Tu vas le perdre, puis tu vas le perdre pas juste en voulant dire qu'il n'achètera pas. Tu vas le perdre à ta compétition parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire, ce travail-là, à ta place. Vaut mieux que ce soit toi. Exact. Puis moi, je disais tout le temps, on reçoit des leads, en bonne quantité de leads dans la compagnie de sécurité, puis je disais, c'est soit toi ou un autre vendeur, mais ce client-là, il a fait une demande de soumission parce qu'il veut un système d'alarme.
Fait que soit c'est toi qui le signes ou soit c'est un autre. On a les meilleurs prix, puis on réussit à en perdre pas mal des soumissions. So, tu as un job à faire, mais il va aller ailleurs. Fait que l'impact négatif, c'est que cette personne-là, elle aille ailleurs, elle fasse signer d'autres gens ailleurs de son programme de référence. Alors ça, j'aime bien ça, de dire tu as des pertes qui peuvent s'exacerber puis s'augmenter. Mais moi, j'aime beaucoup les impacts. J'aime toujours traiter un peu plus de l'aspect psychologique de la chose, mais les impacts négatifs de donner lead aux clients, c'est de ne pas se sentir en contrôle puis de se sentir mauvais. Comment tu développes ta confiance puis ton estime de vendeur, c'est constamment le client qui parle pour toi, qui te dit « Ah, ben moi, je veux ça », puis tu n'es pas capable de détecter quelles sont les opportunités puis quelles sont les douleurs pour lui faire des recommandations conséquentes. C'est pas bon pour ton estime. Dans un deuxième temps, tu es en train de loader ta carte de crédit mental parce que des peut-être, puis des je vais te rappeler, puis tu es vraiment gentil, Nicolas, là. Ah, ça finit par être lourd en tabarnouche, là, tu sais. On en a la preuve. J'en suis devenu lourd de ça, là, tu sais. Je les accumulais semaine après semaine, puis j'étais rendu tellement négatif, j'étais rendu tellement down au niveau moral. C'est sûr, ça fait 6 mois que tu n'as pas vendu. Bon, j'avais pas des gros paiements et tout dans ce temps-là, mais 6 mois que tu n'as pas fait une scène, on va se le dire que justement, ton attitude. Avoir été en business, c'était ma propre business. Je lâchais tout. C'était terminé. Là. La business fermait les portes. J'étais vendeur. Bon, je pouvais rebondir, je n'avais pas de frais, je n'avais rien. Mais tabarouette, c'est difficile là, sur le moral pour vrai. Puis tu veux être dans une slum, fais ça. Tu vas rentrer dans une slum, puis à chaque fois que tu vas faire une vente, tu vas être crazy as fuck, mais tu ne sauras pas ce que tu as fait de bon pour la faire. Ah, j'ai parlé comme il faut, j'ai fait ça. Ouais, mais tu as closé à 10 là, de tout closing, ça ne marche pas. Là. Non, exactement. Puis malheureusement, dans le processus d'évaluation d'une vente, si tu n'as pas closé convenablement et mis la pression conséquente, tu ne sauras jamais pourquoi tu n'as pas closé. Effectivement. Parce que si tu termines avec je vais y penser, puis tu crois dur comme fer qu'il va y penser, alors que c'est impossible, tu ne sauras jamais c'est quoi l'erreur que tu as faite dans ta vente. Alors que si un client te dit, mais là, tu me mets de la pression, mais qu'après ça, il te dit, ben, j'ai pas une scène. Ah! Fait que tu m'as menti en appel exploratoire de dire que tu avais de l'argent because tu veux avoir de l'air d'un entrepreneur qui roule. C'est pas de problème. J'ai le respect pour ça, c'est correct. On ferme la discussion, c'est terminé. Mais je sais pertinemment bien que quand je termine ma semaine, lui, personne ne l'aurait signé si je l'ai fait, ma job. Alors, arrête de te faire mentir. Attention à ta carte de crédit mentale parce que, malheureusement, tu te fais mentir à tous les jours. Ouais, ça s'applique, ça. Du début du processus, là, tu parles de la fin du processus de vente, qui est le closing, mais ça s'applique à partir du début, tu sais, de se faire diriger par le client. Puis nous, quand on commence à travailler avec des nouveaux étudiants ou des gens qui sont en action déjà, on le voit dans la prospection à la base. Pas en mesure de booker un rendez-vous quand eux ont de la dispo, book quand le client a de la dispo. Ça, c'est genre le plus classique, là. Quand est-ce que tu as booké ton rendez-vous? Ah, dans une semaine et demie? Comment ça? Ben là, le client est disponible là. OK, mais d'ici une semaine et demie, bon, ça c'est un autre sujet, mais d'ici une semaine et demie, il y a le temps de changer d'idée 3 fois. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas booké dans ta plage disponible demain ou demain après-midi ou vendredi matin? Ah, ben, j'ai demandé quand est-ce qu'il était dispo. Encore une fois, si on se fait imposer des heures dans lesquelles on doit faire nos rencontres, puis moi, le premier à l'avoir fait au début, là, hey, je prenais des rendez-vous le samedi matin à 8 h, le dimanche soir à 22 h, des heures atypiques par rapport qui étaient dans mon me-time, là, dans mes heures de congé, dans mes heures où est-ce que j'étais supposé m'occuper de moi, de mes affaires, de ma petite routine. Puis, veux pas, c'est important de faire l'extra mile quand tu es nouveau en business, quand tu veux faire, c'est important de le faire. Mais il y a une certaine limite où est-ce que tu ne peux pas te faire imposer tout ton horaire par ta clientèle parce que je te jure que ta famille ne sera pas contente quand que tu manques des soupers à gauche, à droite, tu manques des événements sportifs de tes enfants. Peu importe la raison, c'est pas le fun de se laisser imposer ça par le client. Puis plus qu'on est adulte, je vais dire, plus qu'on a des responsabilités, notre horaire, il est tight, il est organisé déjà, on a des spots dans lesquels on peut travailler, puis le reste, on ne peut pas. Fait que c'est important, dès notre prospection, d'instaurer un rythme et de dire écoutez, moi, j'ai une disponibilité demain à 15 h ou à 15 h 30. Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Ah, ben, je ne suis peut-être pas disponible. Encore une fois, tu vas-tu te plier aux exigences du client en partant? Fine, je comprends que tu veux le signer. Mais si tu fais ça à, on va dire, 50% des gens à qui tu parles, ton horaire est fucké. Tu es plus sharp dans ton temps, tu es plus sharp dans ton organisation, ton horaire est fucké. Une fois de temps en temps, tu vas peut-être le faire.
OK. Mais si tu fais ça tout le temps, ça ne fait pas de sens parce que tu ne respectes pas les plages que tu t'imposes. Puis le classique qu'on voit, là, je suis désolé, ça va en fâcher quelques-uns, là, mais les conseillers en sécurité financière qui travaillent jusqu'à 10 heures le soir à tous les jours, là, parce que vous nous dites, mais mes clients ne sont pas disponibles, I call bullshit, OK? Parce qu'on travaille uniquement avec des travailleurs autonomes et des entrepreneurs, puis à 4 heures, j'ai fini ma journée every day, puis je travaille pas le vendredi. Puis on a une business qui marche numéro 1. Fait que la réalité, c'est que si tu donnes l'opportunité d'ouvrir ça, c'est sûr que moi, en tant que classe, tu me dis, je travaille jusqu'à 22 heures. Good, je vais te prendre à 9 heures le soir. Je vais être le premier. Si je me rends compte que le vendeur ne prend pas le contrôle, moi, je vais le prendre. Ça, c'est clair. Je vais te mettre dans une place où est-ce que je vais avoir ma coupe de vin avec moi, je vais t'écouter, mettre tranquille. Mais je ne vais pas sortir de ma zone de confort pour faire ça. Par contre, puis je l'ai vu récemment, il y a quelqu'un qui venait ici pour un dégât d'eau qu'on a eu, puis il a dit, je vais passer demain à 2 heures. Là, je suis comme, bon, OK. OK! C'est lundi après-midi, en plus, que c'était ce lundi après-midi. C'est chargé, là, on va se dire. C'est ça. Il m'a dit, c'est là l'appel. Bon, OK. Je ne peux pas rien dire. Il a imposé son rythme, il m'a pas laissé le temps d'y penser, puis il a dit, c'est là que je suis disponible pour te parler, tu sais. Fait que c'est la même chose. Fait que, ultimement, si tu me donnes le choix, on va le prendre. On va le prendre le meilleur choix sur la planète. Fait qu'un moment donné, c'est à vous d'imposer votre rythme. Puis, tu sais, encore une fois, je vais encore citer Karine parce que je vois qu'elle est là, mais Karine, elle disait hier dans le coaching, moi, je dis à tout le monde que je suis fucking loadé, qu'il me reste un trou à 14 heures. Si tu veux dealer avec moi, c'est à 14 heures. Puis ça, je pense que c'est une très bonne chose, tu sais, parce que si le client il pense que tu es super loose puis qu'il peut te prendre n'importe quand, ça ne démontre pas nécessairement une certaine notoriété dans ton travail, tu sais. Fait que... disponible de 9 à 9 demain, si tu veux, là. Bloque-moi ça quand tu veux. Ouais, c'est ça. J'ai genre 1000 dispos pour toi, alors demain. Tu sais, fait que pour moi, je pense que imposer le rythme, c'est aussi de se respecter. Quand on était plus jeune, on n'avait pas d'horaire. Tu sais, j'avais pas d'enfant. Fait que je m'en foutais. Je bouquais ça à 9 h le soir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Là. À 5 h, ma petite, il faut qu'elle mange. Puis à 6 h, c'est le bain. 7 h, la routine du dodo. Fait que, oublie ça. Mais après ça, je suis cuit parce que la journée recommence à 5 h le matin. Là, fait que voilà. Fait qu'ultimement, pour moi, ça fait aussi partie de ça, imposer le rythme et d'être impoli et brusqué et dérangé. Mais à un moment donné, tu dois te faire respecter en tant qu'être humain. C'est pas parce que tu es un vendeur, il faut que tu prennes toutes les grenouilles puis le restant de marde d'un horaire qui n'aura pas d'allure pour toi. Là. Ça fait pas de sens. Là, ouais, je pense que ça met bien la table sur le message qu'on voulait passer par rapport à ce sujet-là. C'est important de se respecter en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome, en tant que vendeur, de respecter l'horaire que nous, on s'impose à nous-mêmes pour ne pas toujours sortir du cadre, pour ne pas toujours être sur le qui-vive ou avoir les nerfs au vif parce que ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Puis, crois-moi, applique ça, puis tu vas voir tes résultats augmenter dès maintenant. Puis tes clients, ils vont être contents. Ils n'auront pas l'impression que tu as un manque de respect ou que tu es impoli, justement. Ils vont juste dire, crème, il sait où ce qu'il s'en va. Il sait ce qu'il fait, il est confiant, il a de l'assurance. C'est ça que tu dégages quand tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui sait concrètement où est-ce qu'il s'en va. Fait que pour moi, c'est un no-brainer d'appliquer ça dans ses ventes. Puis pour les entrepreneurs qui trouvent ça impoli, qui trouvent que ça ne fait pas de sens, regardez votre chiffre d'affaires, regardez vos taux de closing, regardez vos ventes, puis demandez-vous, ça va-tu si bien que ça? Si la réponse c'est non, peut-être que ce sujet-là, vous pouvez le réfléchir puis le creuser un petit peu plus. Puis si jamais vous voulez venir nous en parler, on est disponible sur Facebook, anytime, Pierre-Luc Murray, Nicolas Aubin. Vous venez dans notre groupe H2H Academy, les top closers. Vous pouvez faire une publication par rapport à ça. On est toujours super ouvert à ça, à répondre, à commenter. Notre opinion, on n'est pas fermé sur ça. On est toujours très ouvert à la discussion, mais on vous parle en fonction d'expérience, en fonction de causes réelles qu'on a vécues de notre part, puis avec plein de vendeurs et d'entrepreneurs avec qui on travaille. Donc, sur ça, PL, moi, je fais un wrap, puis on se revoit dans le prochain épisode de podcast. C'est déjà la fin du 3e épisode. J'espère que tu as apprécié ce contenu-là. J'espère que ça peut t'aider fortement à faire plus de ventes, à devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur travailleur autonome. Encore une fois, je te demande une petite chose. Si tu as apprécié le contenu que tu as écouté aujourd'hui avec nous, je t'invite à t'abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts.
tu peux aussi venir nous rejoindre dans le groupe H2H Academy, les top closers sur Facebook. Tu vas nous trouver facilement en tapant ça dans la barre de recherche. Sur ce, guys, merci, à la prochaine et bonne vente.